Bienvenue dans cette édition du grand débat de Financial Afrique avec Rivo Ratmandresila. Rivo, bonjour. Bonjour Adama. Alors bonjour, je vous ai aperçu récemment à Lomé au Togo. On s'est retrouvés dans un événement très intéressant. Effectivement. Alors c'est quoi ce festival Alors FESMA, c'est Festival de la Marmite. C'est un festival initié par une entreprise qui s'appelle Focus Yaku, dont l'objectif était de promouvoir la richesse culinaire et la richesse du terroir togolaise et beaucoup plus globalement africaine. C'est un événement qui existe maintenant depuis 3 ans. C'est un événement majeur. Alors, un événement majeur où on fait le tour du Togo culinaire. Et il y a quelque chose qui m'a frappé là-bas, c'est qu'on dirait qu'il y avait une monnaie locale et localisée. Effectivement, c'était une des nouveautés proposées par les organisateurs de cette année. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on rentre un peu dans ce monde qu'on nous sommes aujourd'hui, créer une nouvelle monnaie à l'intérieur d'un événement, une monnaie qui circule. Donc, il s'appelait Edze. Donc, Edze en Mina, ça veut dire alors, une monnaie argent. qui circule, Edze, mais là, nous allons parler de monnaie, mais pas de l'Edze. Nous allons plutôt parler d'une monnaie qui divise, qui rassemble, qui suscite beaucoup de réactions enflammées, passionnées, et il est temps peut-être de dépassionner le débat. Il s'agit bien évidemment, mesdames et messieurs, du franc CFA, la plus africaine des monnaies ou la plus coloniale des monnaies, c'est selon. Donc le franc CFA est-il une monnaie encore africaine ou est-il une monnaie coloniale. Alors, je prends. Alors, regardons les extraits et on se reprend juste après. À l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Ces banques suivent la politique monétaire de la Banque centrale européenne. C'est ça la réalité. Parce que moi, quand je lis les documents de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, qui dit que sa priorité est la lutte contre l'inflation. Dans des pays, dans des PMA, vous savez, nos 8 pays en Afrique de l'Ouest, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui ne soit pas PMA, pays moins avancé. Le Sénégal, après avoir appliqué avec loyauté, avec beaucoup de félicitations de la Banque mondiale et des FMI, les programmes d'enrichissement structurel pendant 20 ans, a atterri sur la liste des pays les moins avancés en janvier 2001. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez déjà vu à l'intérieur de la Banque de France le gouverneur de la Banque centrale ou de la Banque des États d'Afrique centrale ou de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest avoir un droit de veto? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quand on parle de souveraineté, est-ce que le directeur de la Banque du Tchad a le droit de pouvoir mettre son droit de veto à la Banque de France? Oui ou non? Est-ce que ça, c'est de la souveraineté? Vu en fait comment les États de l'UEMOA notamment ralentissent objectivement le processus de monnaie unique de la CEDEAO, nous ne pouvons pas nous en tenir qu'à ça. S'en tenir qu'à ça, c'est être à leur basque et donc différer pour 30 autres années, depuis 1987 on en parle, l'histoire de la monnaie unique. Il faut considérer l'indépendance monétaire comme partie d'un programme, d'un projet, d'une stratégie holiste. Loi commerciale et bancaire au niveau des gouvernances des entreprises, il y avait ce que l'on appelait des censeurs. C'était des gens qui n'intervenaient même pas au niveau des débats, qui avaient une voix continue, mais qui étaient là, un peu comme des commissaires qui surveillaient ce qui se passait. Et qui ensuite faisaient un rapport à leur mandat. Par la suite, avec les réformes, on a donc modernisé. Ces censeurs sont devenus des administrateurs. En fait, il y a un administrateur. Ce que la Banque centrale appartient aux États, y compris le Burkina Faso. La totalité de l'or de la Banque centrale, il y a 90%,
c'est la Banque centrale qui l'écrit, or déposé à la Banque de France. C'est textuellement et c'est in extenso dans son rapport qui est déposé depuis des dizaines d'années à la Banque de France, 90%. Et ce tort de la Banque centrale, ce n'est que l'or monétaire appartenant aux 8 pays de la zone UEMOA, dont y compris le Burkina Faso. Et il y a une autre étrangeté qui m'a beaucoup frappé. Parce que depuis que ces pays existent ensemble, il n'y a aucun pays qui se soit développé. Vous prenez le taux de croissance du Sénégal, du revenu réel par habitant, entre 1960 et 2016, c'est 0,02. Côte d'Ivoire, c'est 0,45. Le seul reproche qu'on puisse faire au franc CFA, ce n'est pas à la Banque centrale, mais au gouvernement des 8 pays membres de la zone UEMOA. Parce que la monnaie est un élément neutre. C'est cela que le mouvement populiste anti-CFA ne comprend pas parce qu'il n'est pas au courant de la théorie monétaire. Alors, voilà un petit tour des positions exprimées ici même sur Financial Afrique. Donc, quelle est peut-être la citation qui t'aura marqué? Alors, effectivement, comme tu as initié par rapport à ton propos initial, Adema, le franc CFA, effectivement, suscite beaucoup de passion. Et je pense que tous les extraits qui étaient là résument bien la situation. Problème technique, problème politique et problème économique. C'est ça les 3 niveaux de dimension, en fait, de cette monnaie. Mais néanmoins, j'ai beaucoup aimé l'intervention de l'économiste Dongo Sylla. Je pense que c'est lui qui résume mieux pour moi la situation. C'est-à-dire que quel est l'apport de cette monnaie, l'utilisation de cette monnaie dans l'économie de manière concrète, en fait, de la plupart des pays. Et force est de constater qu'elle est quasiment infinitésimale, pour ne pas dire nulle. C'est ça, en gros, aujourd'hui, le constat demain que nous faisons. Maintenant, comme je le redis encore, il y a 3 dimensions. Politique, économique et technique. Donc, une partie d'ailleurs des interventions était axée sur la partie politique, le souverainisme. D'autres étaient plus axés sur la partie technique. Je pense que c'est le général Yadema. Je pense que devant Pompidou avec la parité. Il y a 50 ans. Effectivement, avec la parité. Effectivement. Et donc là, le professeur Samir Amin, l'économiste Dongo Sylla, ils sont revenus, un peu plus en fait, sur le côté économique. Et j'espère que lors de notre débat aujourd'hui, peut-être on va aller un peu plus loin, axer peut-être davantage sur le côté économique, mais vraiment l'application dans la vie réelle. Ça veut dire que la vie des entreprises, en termes de production, en termes de consommation, qu'est-ce que ceci implique réellement? Alors, effectivement, c'est très intéressant. C'est un débat donc libre où on est tous les deux, on anime ce débat. Il ne s'agit pas d'un entretien. Okay. C'est une co-animation. Très bien. Donc, moi, je pense que le franc CFA, c'est quoi d'abord? C'est une monnaie qui réunit 8 pays en Afrique de l'Ouest, 6 pays en Afrique centrale. Voilà, pour s'en arrêter là, pour ne pas aller jusqu'aux Comores, etc., ou bien même jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont une banque centrale commune. Cette banque édicte des règles, encadre le secteur bancaire, délivre des licences, et en même temps, cette banque joue un rôle éminemment important dans la régulation monétaire, dans le financement. Bien sûr, c'est une banque d'émission, c'est-à-dire c'est elle qui émet la monnaie. C'est elle qui décide, donc en regardant ses critères macroéconomiques, ses objectifs en termes d'inflation, parce que c'est une banque classique, la BCEAO, donc qui cantonne son rôle à la stabilité des prix, à la lutte contre l'inflation, parce que en disant que c'est ça le rôle d'une banque centrale, la banque centrale, ce n'est pas le ministère des Finances qui régule l'économie. Et effectivement, comme l'a dit dans ses extraits Michel Nadim Khalif, le reproche ne devrait pas être porté à la BCEAO, mais plutôt aux 8 États, en leur disant, vous avez une belle monnaie, une belle Mercedes, mais qu'est-ce que vous en faites maintenant? Est-ce que vous roulez bien? Est-ce que vous régulez bien votre économie? Est-ce que vous créez des emplois? Est-ce que vous avez des politiques économiques proactives? Est-ce que vous profitez de l'espace qui a été créé? Parce que quand même, 8 pays, c'est à peu près une population de plus de 100 millions d'habitants. Donc, il y a un grand marché, il y a des leviers. Donc, quelle est la responsabilité des États? Parce qu'on parle souvent de la monnaie,
qui est neutre, comme le dit Michel Nadim Khalif, qui n'est en réalité pour moi que la contrepartie de la production économique. Parce que la monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est le rapport entre le pays et l'extérieur. Si vous exportez bien, vous allez vous allez augmenter vos réserves de change, et cela va donner à votre monnaie un petit peu un pouvoir d'achat par rapport à l'extérieur. Par contre, si vous ne faites qu'importer, des marchandises, tous vos besoins, alors votre monnaie aura tendance à s'affaiblir parce que les réserves de change vont s'épuiser, et en même temps, vous allez plus recourir aux devises qu'à votre propre monnaie. Et la plupart de nos pays, malheureusement, sont dans cette situation. Donc, on peut critiquer le franc CFA, mais peut-être il faut élargir la critique à l'économie d'une manière générale et aux politiques économiques. Très bien. En tout cas, j'entends bien ce que tu dis, Adama. C'est assez intéressant ton analyse parce qu'effectivement, là, tu démarres, que je l'ai dit en fait, par l'analyse technique. Qu'est-ce que c'est une monnaie par rapport à l'économiste, je pense, togolais que tu as cité tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est une monnaie? Et je pense que ce débat technique, si tu regardes bien, c'est quelque chose en fait qui a prévalu surtout pendant très longtemps. C'est-à-dire, c'est lorsque les souverainistes sont arrivés avec les activistes, comme on connaît, donc là, il était passé tout à l'heure demain par l'extrait, comme Kémy Séba, c'est-à-dire que on peut tout le reprocher, sauf celui-là. Je pense qu'il est la personne de la société civile qui est venu réellement apporter le débat, ou du moins en vulgarisant, ou du moins en rendant intelligible le débat, parce que souvent, effectivement, pour moi, c'était un débat qui a été monopolisé par les techniciens. C'était trop technique. C'était technique, très bien. Donc, faisons un peu d'histoire. Quand tu as dit, effectivement, donc, nous avons une monnaie. Non, en fait, nous n'avons pas une monnaie. On nous a imposé une monnaie. C'est-à-dire que moi, qui suis d'origine malgache, Madagascar faisait partie de zone franc jusqu'en 72. En 72, Madagascar, avec la révolution en fait de qu'il y avait chez nous, avec l'avènement du moins d'un conseil national transitoire aussi, finalement jusqu'à la prise de pouvoir de l'ex-président Didier Ratirk, on était dans le franc CFA. Donc on est sorti de franc CFA. La Guinée en 58. En Guinée en 58. J'imagine que Madagascar aujourd'hui est beaucoup plus développé. On arrive justement, on va y arriver. J'imagine. Non. Il y a beaucoup d'ironie dans ta question. Bien. La Guinée en 58, eux ils ont dit non. C'est-à-dire qu'ils ont dit non à De Gaulle. Voilà. Du moins ils sont sortis. Donc ça, je pense que ça c'est très important que nos téléspectateurs le comprennent bien pour ne pas biaiser le débat. Parce que pendant très longtemps... On peut aussi ajouter dans la liste la Mauritanie. Effectivement. Et donc, à partir du moment que vous avez un instrument... Et encore le Mali. Effectivement. Qui s'est retiré et puis finalement qui est revenu, effectivement. Provoquant beaucoup de problèmes. À partir du moment que on vous impose quelque chose d'aussi fondamental demain pour votre économie, dont vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que c'était imposé en 45... franc colonial française. C'est ça le franc CFA. Franc des colonies d'Afrique, excusez-moi. Donc, à l'époque où la France, il n'y avait pas encore la décolonisation. La France avait institué la monnaie pour son intérêt. Ce qui est normal, il avait une colonie. Qu'est-ce qu'il voulait faire demain par rapport à sa colonie? Il voulait finalement que la colonie lui produise les matières premières. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir des débouchés pour que les colonies puissent acheter en gros les matières premières finalement donc qu'ils auront transformées. C'est ça d'abord pour moi le franc CFA. À partir de là, deuxième élément maintenant, la partie politique, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, parce que là, tu as parlé de la partie politique. Je suis d'accord avec toi. Politique économique. Politique économique, effectivement, mais politique d'abord et économique qui suit. C'est-à-dire que la responsabilité des dirigeants pour les mauvaises décisions. Des États. Et des États, effectivement. Mais si tu dis effectivement, c'est que, qu'est-ce que ça nous a coûté, les mauvaises décisions de nos dirigeants par rapport au franc CFA? Je suis d'accord avec toi. Ça nous a coûté, pour ne pas citer un président étranger, un pognon de dingue. C'est-à-dire que ça nous a coûté énormément d'argent. Et d'ailleurs, dommage parce que chez nous, ce genre de, je trouve qu'en économie, en Occident, ils savent l'évaluer. Mais chez nous, en gros, les mauvaises décisions, très peu d'économistes, en fait, demain l'évaluent. Mais je trouve que ce serait intéressant, par exemple, de regarder quel a été le poids de la mauvaise décision de chaque politique dans chaque État par rapport au franc CFA. Donc, moi, je reconnais volontairement que le franc CFA n'est pas bon. Mais néanmoins aussi, on aurait pu faire quelque chose. Quand vous dites que le franc CFA n'est pas bon, c'est par rapport à quoi? Le franc CFA, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a imposé. C'est-à-dire que les pays... Vous revenez à l'histoire, à 1940. Oui, effectivement, mais jusqu'aujourd'hui. Parce que jusqu'aujourd'hui... Aujourd'hui,
en 2024, en juin 2024, on peut dire que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Mais non, c'est pas, en fait, c'est pas une bonne monnaie, Adama. Pourquoi ce n'est pas une bonne monnaie? Parce que toutes nos politiques monétaires, c'est-à-dire que d'abord, une fois encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on se place sur le plan politique, c'est-à-dire quand vous êtes indépendant, votre indépendance, c'est que vous avez une armée et vous battez monnaie. C'est ça ce qu'on appelle en fait une indépendance. Après, peut-être, il faut revoir peut-être s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ces définitions, il faudrait revoir. Mais c'est ça la définition. Quand vous prenez tous les pays, sans exception du monde entier, ils ont une armée, ils battent monnaie. C'est ça, en gros, l'indépendance. États-Unis, Chine, Japon, Corée, tout le monde. Mais la Grèce ne bat pas monnaie, elle est dans l'Union Oui, européenne. mais ce que je veux dire, c'est que... La France ne bat pas monnaie. Non, si, il bat monnaie, attention. C'est-à-dire que chaque pays de l'Union européenne, c'est ça la chose. Chaque pays de l'Union européenne, ils ont tous gardé leur banque centrale. C'est-à-dire que la banque à Francfort, la banque européenne, c'est la banque, en fait, qui agrège. Mais chaque pays garde sa banque centrale. Et quel est le rôle de la banque centrale? Elle ne bat pas monnaie. Non, c'est-à-dire que là, tu me poses une colle par rapport à débat technique. Donc là, peut-être, je renvoie aux spécialistes. Mais tout ce que là, je suis sûr, c'est que la France a une banque de France. En Angleterre, bon, eux faisaient pas partie. Mais tous les pays qui sont à l'intérieur, la Belgique, l'Allemagne, du moins, ils ont tous gardé, du moins, leur banque centrale. Donc. Mais ces banques centrales, c'est des agences payées pour la Banque centrale européenne. Oui, mais tout comme au Sénégal, nous avons une agence de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement. Donc. En Côte d'Ivoire de même. Non, mais. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que... non, moi je suis... Ça vous parler de souveraineté. Je pense que c'est 8 pays qui ont dans commun accord décidé de mettre ensemble leur souveraineté. Non, ils n'ont pas décidé, Adama. Non, peut-être au départ, effectivement. Ils n'ont pas décidé. Si on revient dans l'histoire, effectivement, au départ, il y avait des colonies, mais on peut poursuivre et dire qu'ils n'ont pas décidé de leurs frontières aussi. Peut-être il faut les revoir. Oui, mais c'est ils n'avaient pas décidé même de leur spécialisation. Peut-être il faut tout arracher. Peut-être le Sénégal, c'est pas lui qui avait décidé qu'il va être un pays pour l'arachide, que le Mali pour le coton. Peut-être il faudrait donc faire table rase de tout ça. Non. La langue non plus. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, ces pays, en 2024, c'est quand même c'est de la souveraineté. Ces pays ont décidé de rester ensemble. Ils ne sont pas Parce que rester ensemble, c'est quoi? C'est mutualiser leurs forces pour exister au plan international. C'est avoir une banque centrale qui échappe aux passions politiques de chacun des pays. Parce que la banque centrale, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de la BCEAO? C'est qu'elle échappe aux politiques nationales. Elle est une banque supranationale qui gouverne le secteur de la banque, qui applique des règles qui ne sont pas soumises aux politiques. Donc, ce qui fait que l'UEMOA est relativement mieux géré que des pays voisins. Le Ghana, par exemple. Le Nigeria, par exemple. Non, je me souscris complètement au faux, Adama. C'est-à-dire que si on va sur ta logique, alors, c'est-à-dire une fois encore, dans ton reportage de moi qui était passé, l'économiste Dongosila de moi l'a dit. C'est-à-dire que si la BCEAO était aussi efficiente, les BMAC, c'est-à-dire que la Banque centrale de l'Afrique centrale était aussi efficiente, aussi efficace que tu le dis, aujourd'hui, on aurait atteint tous finalement du moins le même niveau que la Corée du Sud, parce qu'il y a les statistiques finalement à l'époque, lors de l'indépendance, qui disaient que la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau. 60 ans après, la Corée du Sud est dans en fait, on le voit même plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans un marathon. C'est-à-dire que nous, peut-être, on est resté peut-être à 1 kilomètre, alors que le marathon fait 42 kilomètres. Les gens sont arrivés devant, nous, on ne nous voit même pas. Donc, si on regarde, Adama, si on applique ce que tu dis là, regardons. Qu'est-ce que la BCEAO? Tu dis finalement que oui, ils sont, comment on appelle, ils sont souverains. Mais je te rappelle que jusqu'en 70, 72 ou 73, il faut que les téléspectateurs le vérifient. Le gouverneur de la BCEAO était un Français. Il s'appelle Monsieur Julien. Non, mais il s'appelait Monsieur Julien. Est-ce que c'est un fait ou pas? C'est comme ça. Peut-être nos téléspectateurs ne le savent pas, mais tu peux vérifier. C'est-à-dire que le débat ne se pose pas. Non, mais si. Non. Écoutez, nos États sont ici dans l'empire colonial. C'est le démantèlement de l'empire colonial français qui a donné naissance justement à ces pays modernes. Mais toute ma démonstration, Adama, c'est pour te faire comprendre les 8 pays, c'est des anciens. Ils sont pas souverains. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire que ma démonstration, je respecte comment tu présentes les choses, mais moi, je dis, c'est que toi, tu dis finalement qu'ils étaient souverains. Moi, je te dis dès le départ, ils ne sont pas souverains. Ils n'ont jamais été. Parce que, non seulement, ils n'ont pas la même mise sur leur monnaie, et 2, là, je suis en train juste de dire que, est-ce que tu as déjà vu Bank of England? Tiens, on va prendre Bank of England. Bank of England,
Et c'est un Français, en fait, demain qui dirige le Bank of England. C'est ça, en fait, c'est ça ce que c'est ça que je suis en train de te dire. Je veux dire une chose, je pense qu'on ne va pas enfoncer les portes ouvertes. On sait bien que tous nos pays étaient des colonies. Ouais, mais jusqu'aujourd'hui. À un certain moment, ils sont devenus indépendants. Non, mais jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une indépendance de façade. Si on revient aux années 44, nos pays sont encore des colonies. Mais idem pour la monnaie, elle a évolué, elle a suivi la trajectoire. Non, mais c'est ce que je dis. Nous, on n'a jamais suivi la trajectoire, Adama, parce qu'on n'a jamais été indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais obtenu l'indépendance. C'est ça que je suis en train de te dire. Toi, tu dis, moi, ce que je respecte. Attends, laisse-moi finir. En 2024, nous sommes indépendants. Non, la réponse est non, parce que comme je te dis, finalement, la définition. C'est nous qui avons élu Diomaye ou non? Non, mais attends d'abord. C'est-à-dire que, allons étape par étape. Allons étape par étape. C'est-à-dire que la définition, c'est-à-dire qu'on peut être indépendant. C'est-à-dire que qu'est-ce que veulent les Africains? Les Africains veulent en fait une indépendance pleine. C'est-à-dire que l'indépendance qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est même pas une saveur d'indépendance. Pourquoi même pas une saveur d'indépendance? Les présidents, on les a pas élus. J'imagine que toi, ça t'a pas échappé, un monsieur qui s'appelle Jacques Foccart. C'est-à-dire que c'est le monsieur finalement qui plaçait, qui tuait, du moins qui plaçait, qui tuait, qui changeait tous ceux qui n'arrangeaient pas l'intérêt français. Et donc tu ne peux pas dire qu'on était souverain. Ça c'est un. Deux, par rapport à la Banque centrale, comme tu as dit Adama. La Banque centrale, c'est-à-dire que la BCEAO, jusqu'au quand les Français ont abandonné leur droit de veto. C'est à peine 2 ans. Alors, il y a à peine 2 ans, oui ou non? Alors, oui ou non? Bien évidemment. Bien, très bien. Je peux dire que c'est en 2019. Très bien. Aux réformes. Bien. Sur la fin des accords. Mais justement, et puis je finis juste dessus, c'est que ce que je suis en train de dire juste Adama, c'est que comme tu me poses la question sur la souveraineté, c'est-à-dire qu'il n'y en a jamais eu de souveraineté. Ça, c'est en tout cas, de moi, c'est mon point de vue. Et je suis pas le seul à le penser. Il n'y a jamais eu de souveraineté. Pourquoi? Comme je te dis, parce que pour qu'un État puisse être indépendant, il faut que l'État puisse être libre. Et la liberté se matérialise par quoi? Se matérialise par la formation d'une armée, le choix libre et éclairé de son président. Le choix libre et éclairé de son président. Combien de présidents avons eu? C'est-à-dire qu'on nous a imposé. On nous a juste imposé à chaque pays parce que c'était ça en fait, parce que le vrai qui voulait l'indépendance, il ne correspondait pas à l'intérêt français et on les a tués. C'est factuel, c'est pas moi qui le dis, je restitue juste en fait l'histoire. Et le troisième élément, et pour moi le plus important, c'est battre monnaie. Donc le fait de battre monnaie aujourd'hui, parce que par exemple ça, il faut qu'on en parle parce que là, comme on en a parlé en off. Alors de toute cette démonstration, je dirais communiste, je retiens une chose. Ouais, non, mais si tu m'appelais comme tu veux communiste, il n'y a pas de problème. Non, tu n'es pas. Alors de toute cette démonstration, moi je retiens le dernier élément, battre monnaie. Effectivement, nous battons monnaie dans la mesure où l'émission monétaire est décidée par la BCEAO, qui est composée des représentants des 8 pays, avec un comité de politique monétaire élargi à des universitaires et à d'autres acteurs qui ne sont même pas de la Banque centrale, d'autres acteurs du pays. Donc l'émission monétaire c'est ça la souveraineté en réalité, c'est émettre la monnaie, qui décidait des quantités à mettre en circulation. Et ça, c'est du ressort exclusif de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un Français ou bien un pays étranger qui dicte à la BCEAO de la quantité de monnaie à émettre. Mais si, parce que, c'est-à-dire, Adama, ils étaient administrateurs, pourquoi? C'est-à-dire que quand c'est-à-dire, regarde aujourd'hui, toi qui es journaliste financier, aujourd'hui, on fait la fameuse théorie quantitative easing. Toi, tu sais, c'est-à-dire, quand tu voyages au fin fond du pays, qu'est-ce qu'on remarque, demain, dans nos ruralités? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est la non-disponibilité du moins de l'argent, c'est-à-dire du moins de l'argent physique. Quand tu vas au Sénégal, c'est-à-dire quand tu vas au fin fond, il y a très peu de francs CFA en fait qui circulent. Pourquoi très peu de francs CFA circulent? Non, tout dépend. Non, c'est-à-dire pourquoi dans des pôles économiques, vous retrouvez plus d'argent en circulation. Dans la ruralité. Dans des pôles où il n'y a pas une activité Adama, économique. tu as voyagé. C'est-à-dire que tu as fait le Maroc. N'oublie pas que l'argent est la contrepartie. Oui, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné. Non, ça, c'est la théorie qu'avant, ça. Parce que la nouvelle théorie monétaire, lorsqu'ils font le quantitative easing. Quand ils font le quantitative easing. ne fait pas partie de la nouvelle théorie monétaire. La nouvelle théorie monétaire, elle est encore en cours d'étude. Elle est plus, comment s'appelle, l'ancien candidat à la Maison Blanche. Hillary Clinton. Bernie Sanders. Ah, ok. Voilà, je pense que ce sont des démocrates qui véhiculent cette nouvelle théorie en Amérique, mais c'est une théorie qui ne s'applique pas encore dans aucun des pays. Oui, en tout cas, mais en fait, ce que je vais juste dire, Adama, c'est que
pour moi, si on veut revenir en fait terre à terre par rapport au débat, ça veut dire j'ai envie de poser la question, même si on part finalement demander les sondages des gens dehors. Qu'est-ce que la Banque centrale, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, qu'est-ce que concrètement dans votre vie, la Banque centrale a apporté? Rien du tout. Vous posez la question, vous apportez la Vas-y, je te pose la question. Qu'est-ce que la Banque centrale apporte? Moi, je dirais, la Banque centrale apporte d'abord de la stabilité, c'est-à-dire la monnaie, elle est stable, elle peut conserver la valeur, elle peut conserver votre épargne, elle peut conserver la valeur. Après l'évaluation de 50%? Non, attendez, je finis. Donc, c'est d'abord la stabilité, donc c'est la confiance. Ça permet donc aux agents économiques de se projeter sans avoir peur de devoir transformer leur épargne en dollars, comme c'est le cas par exemple au Zimbabwe, comme c'est le cas par exemple même en République démocratique du Congo jusqu'à très récemment. C'est-à-dire cette stabilité, elle est essentielle pour justement pour la prospérité. Parce que sans stabilité monétaire, on ne peut pas être assuré de conserver, par exemple, votre retraite. Le fruit de votre retraite. Imaginez-vous si vous devez, comme le Naira récemment, perdre 243% de votre valeur en une année. Mais c'est pas, pour moi, une fois encore, Adama, c'est-à-dire que quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que ça a apporté? Une fois encore, là, donc, tu parles technique. Je parle de la stabilité. Par exemple, vous êtes un agent économique, vous êtes un fonctionnaire qui gagne son salaire. Ah, là, c'est très intéressant, ok. Donc, la stabilité monétaire vous apporte un pouvoir d'achat qui est stable. Oui, mais... Par contre, si la monnaie doit se dévaluer 20%, 30% de mois en mois, vous allez donc perdre votre pouvoir d'achat en allant au supermarché. Le caddie risque de non, c'est-à-dire que une fois encore, en allant au marché de gros ou bien en allant dans les dans les marchés hebdomadaires, vous ne pourrez pas acheter tout ce. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas monétariste. Là, parlons juste terre à terre. Oui, terre à terre, comme en fait, Adama. Et terre à terre, donc la Banque centrale, ce qu'elle apporte, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, la France, l'ancienne monnaie française a été dévaluée plus de 10 fois, même plus de 10 fois. Ça n'a pas empêché en fait demain les Français à bâtir finalement une industrie prospère, moderne. Ce que je suis juste en train de dire, c'est quoi? C'est que toi, tu me parles technique une fois encore. C'est très intéressant. Je suis pas dans la non, juste encore parce que carrément dans toi, tu gagnes en salaire. À la fin du mois, c'est ce que je dis. Tu dois aller au marché faire tes achats. Non, mais c'est ce que je dis. Si ta monnaie entre le moment où tu as perçu ton argent à la banque et le moment où tu te rends au marché, la monnaie s'est dépréciée ne serait-ce que de 15%. Oui. Ces 15% seront répercutés en baisse de pouvoir d'achat. Effectivement, mais donc, en fait, donc c'est important donc. Ce que je dis juste, c'est que c'est le rôle en fait de chaque État de garantir justement, c'est-à-dire en fait c'est pas de chaque État, c'est la Banque centrale. Non mais justement, c'est ça que je dis en fait, le rôle de chaque État à travers sa banque centrale, c'est ça que je voulais dire. Le rôle de chaque État à travers sa banque centrale, c'est ça. Ceux qui arrivent mieux, ceux qui arrivent moins bien. Les Chinois, ils arrivent bien, les Japonais, ils arrivent plus ou moins bien, les Sud-Coréens, ainsi de suite. Après, des pays comme tu cites, comme le Zimbabwe, ils arrivent moins bien. Tu cites le Ghana, ils arrivent moins bien. Tu cites le Nigeria, ils arrivent moins bien. L'Afrique du Sud, ils sont entre les deux. Donc, ce que je dis juste par là, c'est que, pour revenir au départ de mon propos, c'est que la souveraineté est liée à battre monnaie. Effectivement, le rôle de cette banque centrale, parce que moi, ce que je conteste dans ce que tu dis, c'est que on peut trouver uniquement le salut qu'à l'intérieur du mois de franc CFA. Je dis non. Ce franc CFA ne nous a pas... On n'en est pas encore là. Non, on n'est pas encore là. Ok, d'accord. Peut-être. Est-ce que le franc CFA est une monnaie souveraine? Et moi, la réponse est non. Est-ce que les pays qui ont décidé d'avoir une zone monétaire, de mutualiser leurs économies, de créer un espace d'échange. Mais Adama, je pose une question. Est-ce que c'est une bonne décision ou non? Parce que les États, chaque État peut sortir. La Mauritanie l'a démontré. Est-ce que je peux te poser une question? Le Mali l'avait démontré. Oui. Il était sorti, mais il est revenu. La Guinée-Bissau. Et pourquoi ils sont revenus, Adama? Mais pourquoi ils sont revenus? Parce qu'ils ont assassiné Modibo. Non. Mais si, parce que il sortait avec le franc malien. Si, il sortait avec le franc malien. Écoutez. Modibo Keïta était assassiné. Mais le Mali est revenu parce qu'il n'en pouvait plus. Non. Simplement. Parce qu'il y avait un calcul économique très simple. En restant ensemble, on gagne quand même. Non, Adama. Je pense quand même que aujourd'hui, toi, tu as une petite entreprise. C'est mieux pour toi d'évoluer dans un ensemble de 8 États où tu as toutes les opportunités d'évoluer à chacun des citoyens de ces États que de rester dans de petits marchés. Adama, comme je le dis, parce que économiquement, il n'y a pas de... Adama, c'est-à-dire que si ton propos est de dire
ensemble, on est plus fort qu'on est seul. Qui dit le contraire? Alors, qui dit le contraire? Qui dit le contraire, c'est celui qui dit que le franc CFA. Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que le péché originel à Damas, c'était quoi? C'est que c'est une monnaie qui était imposée. Aujourd'hui, quand tu regardes, toi, tu es un démocrate, libéral. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais demandé au peuple Je suis un panafricaniste. Oui, bien sûr. Mais ça, j'en doute pas. Et j'espère bien, en tout cas. Bienvenue, en tout cas, dans la famille. On n'a jamais demandé au peuple africain, ceux à qui on a imposé cette monnaie, si c'est une monnaie qu'ils veulent ou pas. Pourquoi ils le font pas? C'est ça, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que la souveraineté, c'est-à-dire qu'on demande chaque fois au peuple de se prononcer sur quelque chose. Là, tu as parlé demain au Sénégal. On a demandé au peuple sénégalais, vous voulez qui comme président? Le peuple s'est prononcé. Nous, on veut Diomaye et l'équipe PASTEF. Donc, je trouve que ça serait intéressant, par exemple, d'organiser un référendum, mais ils le feront jamais. C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de rester ou sortir du moins du franc CFA? Alors, peut-être, il y a des éléments d'actualité qui nous privent de faire un référendum. Quand on voit justement le Ghana, avec sa monnaie, ce qu'il est devenu, rattrapé par la Côte d'Ivoire depuis quelque temps, ce qui est un basculement dans l'histoire économique africaine, ce n'est jamais arrivé. Et regarde le cas du Nigeria, avec justement, on ne se lassera jamais de le remettre en exemple, le Naira, qui est quand même la monnaie d'un pays qui fait partie des 10 premiers producteurs de pétrole au monde, mais qui n'arrive pas à tenir face au franc CFA. Beaucoup d'acteurs économiques nigérians ouvrent des comptes au Bénin et au Togo pour des comptes, parce que le franc CFA, c'est une devise pour eux, c'est une monnaie stable, ça leur permet de régler leurs affaires extérieures. Beaucoup d'expats le font. Donc, il ne faut pas sous-estimer la stabilité monétaire. La faible inflation de la zone CFA est l'une quand même des c'est un mythe, Adama. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que le calcul de faible inflation, par exemple, ça, j'aimerais vraiment... Vas-y, finis. J'ai dit cette faible inflation fait de la zone un espace attractif, non seulement pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour les autres investisseurs africains. Ceci étant dit, par rapport à la souveraineté, parce que je vois, mon cher Rivo, c'est un petit peu ce qui te fait sursauter à chaque fois qu'on... Non, je ne sursaute pas, je suis calme, je suis serein. Pour toi, c'est une monnaie qui est une monnaie de la France, dictée de l'extérieur, encadrée par la France. C'est pas une monnaie africaine. Je vois là. Non, qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Ta petite préoccupation. Non, grande préoccupation. Grande préoccupation. Oui. Moi, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, depuis 2019, il y a plus d'administrateurs français. Ça a été long, peut-être. Mais oui, ça a été long. Ça a tout comme ça a été long le transfert de la BCEAO de la France au Sénégal en 1977. Mais le franc CFA est inscrit dans un champ de réforme en continu. Il y a de la place encore pour de nouvelles réformes. Et la dernière en date, c'est la fermeture du compte d'opération. Ce fameux compte d'opération qui souvent est mis justement en exergue pour montrer que cette monnaie, elle dépend plus de la France que de l'Afrique. Donc ce compte est fermé. Bien, la BCEAO, qui a beaucoup plus d'une vingtaine de comptes à l'étranger, a reversé ce compte dans ses activités de placement, de fructification de ces placements à l'étranger. Donc, tout ce qui reste comme lien ombilical, dirais-tu, entre le franc CFA et l'Europe, c'est peut-être le change fixe. Je pense que là, de manière très sage, les dirigeants n'ont pas voulu tout de suite sauter dans le vide. Ils se sont dit, bon, accordons-nous un peu un temps de latence pour étudier les différents paramètres qui se présentent à nous, parce que rien que le compte d'opération se fit difficile. C'est pas facile du jour au lendemain de prendre autant de milliards et de les gérer soi-même à travers un marché fluctuant et instable. Autre chose aussi qui reste, c'est la parité fixe. Alors, la parité... je finis juste. Okay. Effectivement, le change fixe entre l'euro et le franc CFA constitue une source d'études, de polémiques, de préoccupations constantes. Mais encore là aussi, si je revois encore il y a 3 ans, quand la Turquie, en une journée, sa monnaie a pratiquement quitté
les sommets pour aller dans les abysses. À la suite d'une simple déclaration de Donald Trump, je me dis, attention, le change, c'est-à-dire la convertibilité ou bien le flottement intégral de la monnaie nécessite beaucoup plus de poids dans l'économie mondiale. D'ailleurs, des pays peut-être plus avancés ou un petit peu, en tout cas plus, comme le Maroc, ont choisi de rester dans des couloirs de flexibilité, mais non pas libéraliser carrément leur taux de change. Il y a que des économies très fortes comme l'Afrique du Sud, peut-être, qui y sont parvenues, et encore que. Voilà. Mais voilà ce que je voulais dire. Je voulais te répondre, en fait. Pour dire que la monnaie, elle est libre, elle est souveraine, elle est africaine, elle nous appartient, elle t'appartient. Non, elle va pas. Justement, je vais m'en débarrasser. Donc, je vais pas le malgache qui va nous dire le contraire. Vous avez une monnaie unique. Effectivement. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, en fait, quand tu te souviens à l'entendre de mon propos, je dis, on n'évalue pas le coût des mauvaises décisions de nos politiques. Et Madagascar, comme la Guinée, sont les deux exemples parfaits, comme le Nigeria, comme le Ghana. Parce que, Adama, toi, tu es journaliste financier, ça t'a pas échappé, les scandales récurrents, même souvent, même tous les jours, qu'il y a autour, du moins de ces banques centrales-là. Là, je parle surtout, par exemple, par rapport au Nigeria. Donc, je commence par te répondre par rapport à l'inflation. Adama, je pense que un des points, je pense, importants, si ces institutions veulent finalement qu'on les respecte, il faut qu'ils nous respectent. En nous respectant, ça veut dire quoi? Il faut pas qu'ils nous insultent notre intelligence. C'est-à-dire que quand la BCEAO sort son parti d'inflation, que l'inflation, dans notre zone, c'est 1,2%. Adama, l'inflation, c'est quoi? C'est le coût, c'est-à-dire que l'évolution, du moins des coûts des prix. Peut-être toi, là, tu fais pas les courses, mais demande à madame. Dis-moi une matière, juste un produit alimentaire de base. D'ailleurs, c'est ça d'aujourd'hui. Donc là, on parle du Sénégal. Le défi de le président Diomaye et le premier ministre Sonko. Comment faire baisser le coût de la vie? Alors, si l'inflation était 1,2 ou 2%. Alors, elle n'est pas de 1,2. Non, mais peu importe, même à 2%. Plus élevé non, mais même 2 ou 3%. On est autour de 3,7%. Non, mais Adama, justement, c'est ça, je dis que c'est ridicule. C'est ridicule. Ouais. Va demander, donc ça veut dire que le coût, regarde, là, j'achète mon repas chez une dame, du moins pas loin du bureau. Le repas était à 1500 francs CFA par jour. Je prends le tchèb, d'autres plats, 1500 francs. Là, la dame a décidé de commencer. C'est-à-dire que si j'augmente de 3% Adama, ce qui voulait dire donc de 1500, je vais augmenter finalement de à peine de 10 francs. Donc le truc va passer à 1510. La dame, elle a augmenté combien? La dame a augmenté finalement de 2000 Adama. 2500 francs d'augmentation, c'est quasiment plus de 40%. Et tout est comme ça. Donc quand les gens de la BCEAO nous sortent ce genre de statistiques, je les challenge. Via cette caméra-là, je les challenge. Attends d'abord. Demain, je les challenge. Parce que comme toi, tu sais, c'est-à-dire que les paniers, pour calculer l'inflation, c'est très simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui coûte le plus, finalement, au budget de ménage dans tous nos pays africains? Même en Europe, c'est pareil. Aujourd'hui. L'alimentaire? Non, aujourd'hui. L'immobilier? Non, je suis désolé. Non, mais l'immobilier, mais bien sûr que si, Adama. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est trois choses. L'alimentaire, l'immobilier et le transport. Et Internet. Absolument pas, Adama. Absolument pas. C'est-à-dire que c'est l'alimentaire, l'immobilier et le transport. Le panier de la ménagère. Oui. On peut le manipuler. Les produits de base. Ce sont la composition du panier de la ménagère au niveau de la BCEAO, c'est les produits de base. Oui, mais ces produits de base, où ils trouvent leurs produits de base? Je veux que la BCEAO me montre quels sont les produits qu'ils ont trouvés qui ont augmenté en moyenne de 3%. Je suis preneur. Alors, maintenant, ça, je laisse de côté. Le calcul de l'inflation ne se limite pas qu'à l'alimentaire. Mais oui, d'accord, mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que dans le panier, c'est-à-dire que lorsqu'ils composent le panier moyen, finalement, pour calculer l'inflation, c'est quoi l'inflation? C'est quoi? C'est le panier moyen par rapport au coût que les ménages payent. Je dis au Sénégal. Au Sénégal, comme la plupart des pays, c'est trois éléments qui composent le plus gros poste. Immobilier, je le redis encore troisième fois, immobilier, alimentaire et le transport. Bien. Maintenant sur la stabilité. Peut-être, mais... Je pense qu'aujourd'hui même, ce sont les crédits téléphoniques et Internet qui sont devenus prépondérants. Voilà. Peut-être, mais en tout cas, pour moi, ce sont les trois. Ce sont les trois. Et j'attends que finalement, on me démontre, du moins sur ces trois-là. Deuxième élément sur la stabilité, Adama. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de la stabilité. Mais la stabilité, qui est stable? Personne n'est stable, en fait. C'est-à-dire que quand on La stabilité monétaire, oui, mais bien sûr. Mais la stabilité monétaire, quand je dis, en fait, quand tu amènes ta monnaie, finalement, quand tu l'amènes sur le marché. Mais la monnaie, il fluctue. Ouais. Donc, elle n'est jamais stable, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Mais elle est dans un canal maîtrisé. Non, pas du tout. On évite les amplitudes. La preuve, tout à l'heure, tu as dit la Turquie. Ouais. Très haut, baissé. C'est-à-dire qu'il y a les spéculateurs, ils attaquent ta monnaie. Voilà. Donc, ce que je veux dire juste mais dans le cas du franc CFA, le fait qu'on soit dans ce couloir de change fixe. Non, mais ça nous amène quoi, Adama? Ça nous amène quoi?
Ça nous a amené quoi? C'est-à-dire que ça nous a... C'est ça, en fait, la question que je te posais. Ça nous a amené quoi? Voilà, c'est une bonne question. Je te pose la question. Ça nous a amené quoi, ce truc de stabilité? Et puis, je finis juste peut-être dessus, peut-être, puis je te laisse répondre. C'est que tu as parlé du Ghana. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a que nous, Africains, qui avons le monopole, moins des difficultés. L'Argentine a fait faillite combien de fois, Adama? Depuis les années 80. Le Chili a fait faillite combien de fois, Adama? Elle y est encore. Voilà. Chili a fait faillite combien de fois, Adama? La Grèce a fait faillite combien de fois, Adama? Ce que je veux dire juste par là, c'est quoi? Ce qui compte, pour moi, ce qui compte, c'est que quelles sont les perspectives? Est-ce que tu comprends ou pas? C'est-à-dire que, quelles sont les perspectives? Et malheureusement, avec le franc CFA, Adama, nous n'avons pas de perspectives. Ça fait 60 ans que ça dure. C'est-à-dire, ça fait quasiment 65 ans que ça dure. Vas-y, je t'en prie. En fait, il ne faudrait pas que l'analyse se limite à la monnaie. Quand on parle de perspective, la monnaie n'est qu'un paramètre. Oui, fondamental. Mais le plus important, c'est l'impulsion économique, c'est la vision économique de nos États. Et la critique, ou bien l'analyse, elle est non monétaire. Elle est dans comment l'État fait, par exemple, en matière de politique d'énergie. Parce que l'énergie est fondamentale. Elle est le soubassement de tout. Sans énergie, on ne peut pas y aller. Je suis d'accord. J'entends que le Mali a 6 heures d'électricité par jour, par exemple. C'est une réalité. Je me dis que les facteurs de production, s'ils ne sont pas compétitifs, s'ils ne sont pas abondants, oublient l'économie, oublient la monnaie. La production économique, elle est fondamentale. Donc, c'est la production qui fait l'économie. Et la monnaie, c'est un facteur de compétitivité, effectivement, notamment à l'export. Maintenant, dans des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le plus important aujourd'hui, c'est comment transformer justement le secteur primaire en un secteur, comment industrialiser le secteur, comment industrialiser l'économie, parce que c'est des pays qui vivent du primaire et du tertiaire. Le primaire, donc, pour la rente, café cacao en Côte d'Ivoire, avec un taux de transformation d'à peine 5%. Et au Sénégal, ils ont fait un effort. Au Sénégal, l'arachide, non, ça a reculé même cette année, mon cher ami. Et, le cacao. Et je te renvoie à Financial Afrique, effectivement. Okay. La transformation a reculé malgré l'ouverture pourtant de grandes unités. Et là, ça mérite qu'on s'y penche. Et c'est des pays aussi qui vivent du secteur tertiaire. Mais le secteur secondaire, la transformation des matières premières au niveau local, là, on a des gaps. On a un gap, on a du rattrapage à faire, et ça, ce n'est pas lié à la monnaie. C'est lié juste à nos politiques économiques. Parce que le fait que, par exemple, le Sénégal ne puisse pas transformer abondamment son arachide en huile, pourtant qui sont très demandées sur le marché, ce n'est pas un facteur à trouver dans les fluctuations du franc CFA, mais c'est surtout dans les politiques économiques. Le fait que la Sonacos tombe quasiment en faillite et ne puisse plus honorer les récoltes des arachidiers, c'est à trouver ailleurs. Elle a été privatisée, par exemple, pour une bouchée de pain. Ça, ce n'est pas lié au franc CFA, mais à des décisions économiques désastreuses. Le fait que, justement, dans un pays comme le Mali, par exemple, tu as vu Edem, l'électricité du Mali avec les arrestations, les enquêtes, ça c'est pas du franc CFA. Oui. Ça c'est justement la bonne gouvernance. Donc moi, en résumé, je me dis, c'est bien de parler du franc CFA, mais ce serait mieux de dire quelle est notre vision économique, quelle est la mise en œuvre de cette vision, et quels sont les gages de transparence qui sont mis en avant pour mesurer nos performances, nous sanctionner dans l'échec et la réussite. Très bien. Écoute, là, j'aime bien ta chute. C'est exactement ça. C'est ça que je dis en fait. C'est-à-dire que pour moi... Et ça, c'est pas monnayable. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'avenir dans le franc CFA. Je pense que c'est assez clair. Il n'y a strictement pas d'avenir dans le franc CFA. C'est factuel. Après 60 ans, Adama, il n'y a rien, il n'y a pas d'avenir. Maintenant, je te réponds. Alors, l'avenir, c'est dans le CEDI, alors? Non, mais justement, c'est-à-dire qu'une fois encore, attends, je vais arriver. Je te réponds par rapport... Ou bien dans le ZIM. Je te réponds par la nouvelle monnaie zimbabwéenne. Je te réponds par rapport à ton questionnement sur l'industrialisation. Tu dis pourquoi il n'y a pas d'industrie. Adama, pourquoi nos pays, donc là, je reviens un peu dans le domaine d'activité du domaine de la RDE, quand tu regardes le Sénégal, la rencontre des entrepreneurs, effectivement, qui réunit les entrepreneurs et puis demain nous les conseillons. La constitution aujourd'hui du PIB du Sénégal, c'est quoi? C'est plus de 51%, c'est constitué du commerce. Pourquoi constitué du commerce, Adama, fondamentalement? Parce que le commerce, c'est quelque chose en fait qui n'est pas gourmand en capital.
C'est ça, en gros. C'est-à-dire que l'économie tertiaire, c'est une économie qui n'est pas gourmand en capital. C'est pour ça que les gens font des startups. Toujours, en fait, il y a un mot en anglais qu'ils utilisent, c'est asset light. C'est-à-dire que je suis Uber, au lieu que j'achète 1 million de taxis, je fais en sorte, finalement, que je développe une application et que grâce à ce software, en gros, finalement, tu peux toujours rouler en taxi, mais moi, finalement, je me délaisse de tout ce qui est investissement lourd et moi, je continue à faire mes affaires. Mais Adama, quand il s'agit de l'industrie, peux-tu concevoir que Huawei, tous ces Peugeot, Renault, lorsqu'ils étaient à l'époque, même aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en Inde, ArcelorMittal, ces gens-là vont monter une grosse industrie sans besoin d'un capital extérieur. Et tous nos problèmes est là-dessus, Adama. C'est-à-dire que pourquoi on n'arrive pas à développer un secteur secondaire? Tout simplement parce que les banques, finalement, ne financent pas. Et comme par hasard, pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein. Le fait que les banques françaises, en fait, demain se retirent. On va, d'ailleurs, paix à son âme, Pathé John, Suno Assurance, je pense que c'est ça. Fondateur de Suno Assurance. Voilà, fondateur de Suno Assurance, paix à son âme. Il a pris position pour le rachat de BC. On attend maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas. Le rachat de la B6, la filiale de la B6, BNP Paribas, effectivement, au Sénégal. C'est-à-dire que là, on va attendre. Il l'a racheté, en fait. Effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont pris la majorité. Après, je sais pas exactement quelle est la composition, mais. La banque est passée sous contrôle de Suno. Parfait. Et ils ont racheté une autre banque au Togo. Et moi. Et ils vont encore racheter ça me donne de l'espoir. Une autre banque pour créer un réseau. Ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir. Pourquoi ça me donne de l'espoir, Adama? Parce que les études ont montré que toutes ces banques-là qui étaient restées françaises, Société Générale, B6, toutes les banques étrangères là, ils financent pas en fait les entrepreneurs locaux. Ce sont les études qui le montrent. C'est-à-dire que il suffit juste en fait demain de lire les études. Donc moi, le fait qu'ils se retirent, pour moi c'est une bonne nouvelle. Et moi je me dis justement que là les planètes commencent à être alignées. On veut sortir du franc CFA, on veut reprendre en gros, on veut bâtir une nouvelle monnaie. Peu importe le nom qu'on donne, on donne Edze, Lomé, peu importe le nom qu'on va lui donner. Les banques étrangères qui ne nous finançaient pas, qui ne finançaient pas nos entrepreneurs. Une fois encore, pour monter une start-up, c'est un ordinateur et ton cerveau. Mais pour monter une ligne de production, Adama, avec les meilleurs cerveaux que tu as besoin des capitaux étrangers. Mais si les banques te donnent pas les capitaux, et il ne faut pas s'étonner que dans nos pays, il y a une certaine communauté, par exemple au Sénégal, quand tu regardes bien, les vrais capitaines d'industrie, par exemple au Sénégal, il y a quelqu'un, d'ailleurs, je lui rends hommage, d'ailleurs c'est quelqu'un, je trouve qu'on ne cite pas suffisamment, mais qui est pour moi tout simplement extraordinaire, c'est le fondateur de Patisen, Monsieur Omaïs, Youssef Omaïs. Extraordinaire, capitaine d'industrie. Et d'ailleurs, lorsque les Marocains ont pris le contrôle... Je pense qu'il a vendu. Non, mais quand les Marocains ont pris le contrôle de sa société, ça n'a ému personne. Pourtant, c'est quand même le fleuron de l'industrie sénégalaise. Le fleuron de l'industrie sénégalaise. Donc, ce que je dis juste par là, c'est que, regardez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi M. Omaïs a pu construire Patisen? Parce qu'il a pu. Il est d'origine libanaise, c'est-à-dire que c'est cette communauté qui a le capital. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas faire office de quoi que ce soit. Pourquoi les Sénégalais? Il y en a certains, c'est Nico, il y a d'autres, mais ils sont pas légion. C'est pas que les gens n'ont pas les compétences. C'est tout ça pour dire, en fait, c'est quoi? C'est que la monnaie, comme tu as dit, j'ai posé la question au début en disant que dans les campagnes, on ne trouve pas de monnaie. Pour moi, c'est fait exprès, c'est-à-dire que la circulation davantage de monnaie, Adama, amène justement ce dynamisme économique. Mais quand tu assèches la monnaie de manière exprès, tu finances qu'une partie. Tu ne peux pas finalement avoir une économie prospère. L'activité économique. Si vous allez dans une zone minière, vous allez trouver beaucoup. Oui, mais explique-moi alors comment. Si vous allez dans les marchés hebdomadaires, il y aura de la Adama, monnaie. alors, si le marché hebdomadaire ferme, il n'y a plus de monnaie. Adama. Donc, c'est à l'État de développer le territoire, de le mettre en valeur. Adama, lors du Covid. Oui. Y a-t-il pas eu de l'argent magique ou pas? Ils ont créé tous de l'argent ou pas? Donc c'est pour te dire que ta théorie. Dans les pays développés. Oui, c'est-à-dire qu'ils impriment, ils vont à la cave, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'argent, ils vont à la cave, ils impriment des monnaies. Mais c'est ça. Non, ils n'impriment pas. Mais c'est bien sûr qu'ils impriment les monnaies, Adama. Les quantitative easing, c'est-à-dire que la création monétaire à 2 balles. Il faut une création monétaire, mais ce n'est pas de la planche à billets. Mais bien sûr que c'est de la planche à billets, Adama. Lors du Covid, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Ils ont imprimé. La Banque centrale américaine, la Fed a imprimé, la BCAO, du moins pas la BCAO, la Banque centrale européenne a imprimé. Tu as parlé du péché originel. Les pays comme les nôtres, qui ont des monnaies qui n'ont cours que chez nous, et donc c'est des monnaies qui sont en réalité émises, non convertibles. Déjà en plus non convertibles. Émises sur la base de nos réserves de change. Oui. Donc, non convertibles en plus. Si tu veux te mettre dans la planche à billets, au bout d'un certain temps,
tu vas déprécier fortement ta monnaie. Mais c'est toute l'économie occidentale, Adama. Mais c'est toute l'économie occidentale. Mais c'est toute l'économie occidentale. Il y a que le dollar aujourd'hui. Il y a que ça n'a plus de valeur, le dollar qui est devenu la monnaie mondiale, la monnaie des échanges. Oui, mais ça n'a plus de valeur. Les Américains vivent sur notre dos. Oui, les Américains peuvent se permettre de faire du quantitative easy parce qu'ils savent que c'est supporté collectivement. Mais c'est fini, c'est ça que je suis en train de dire. L'ensemble des pays de la planète. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Mais pour en revenir à notre débat, au franc CFA. Moi, je dirais que le plus important, c'est la politique économique, parce que c'est la politique économique qui permet de créer de la richesse. Et sans une politique économique portée justement sur la production et la productivité, on ne pourrait pas s'insérer dans les chaînes de valeur de la mondialisation, dans les chaînes de valeur de l'automobile. On voit par exemple un pays comme le Maroc qui est devenu aujourd'hui le premier exportateur de voitures en Europe. Et pourquoi devant l'Inde et la Chine. Oui, pourquoi Parce que tout simplement, c'est justement une politique économique efficiente. Bien, la monnaie joue un rôle important. Mais n'oublie pas que cette monnaie, n'oublie pas que la monnaie marocaine, elle est aussi une création de la France. Elle faisait partie aussi du système franc CFA. D'ailleurs, là-bas, il y a certains qui l'appellent encore franca. L'Algérie. Attends, je termine sur le Maroc. Le Maroc a une monnaie qui ressemble vraiment au CFA, parce que tout simplement, c'est une monnaie déjà qui n'a pas un change flexible, qui a un couloir d'évolution, mais qui ne le dépasse pas, qui est très stable par rapport à l'euro et au dollar. Maintenant, l'avantage du franc CFA par rapport à la monnaie marocaine, c'est que quand tu es au Sénégal, tu peux envoyer des westerns du Sénégal vers le monde entier. Au Maroc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas envoyer 100 € à partir du Maroc. Oui, mais ce que donc, regarde comment l'agent économique, la compétitivité entre agents économiques. Mais est-ce que ça a empêché le Maroc de se développer à demain? Non. En fait, ce que je dis, c'est que, regarde, tout à l'heure, tu as parlé. Le développement, non. Tu as parlé. Justement, tu peux avoir une belle Mercedes et ne pas savoir conduire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu peux avoir une Bentley et tu ne conduis pas ton permis. Tout à l'heure, tu avais parlé, en fait. Là, c'est un exemple. C'est-à-dire que là même, je vais me citer aussi l'Algérie. Excuse-moi, je vais juste citer l'Algérie. Pour le Maroc, sa politique économique, elle est à chercher hors de la monnaie. Comment le Maroc s'est hissé parmi les pays émergents, c'est les grandes politiques économiques en matière, par exemple, de développement de l'agriculture. Mais cher Adama, mais ça t'a pas échappé? En matière d'industrialisation, en matière d'orientation, par exemple, vers le tourisme qui leur fournit chaque année plus de 10 milliards d'euros. Tiens, regarde, un exemple parfait. Pourquoi? C'est-à-dire que voilà, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je commence par le dernier élément que tu as. C'est pas le Maroc qui a développé le Maroc. Pourquoi? Ce qui a développé le Maroc, c'est une orientation. Non, mais justement, là, tu as cité pour moi, c'est un exemple parfait. Le secteur touristique. Comment se fait-il que nos pays, on n'arrive pas à être compétitifs? Pourquoi on n'arrive pas à être compétitif, Adama? Parce que tout simplement par rapport aux pays de Maghreb. Quand Ben Ali était au pouvoir, la Tunisie, il avait développé un truc extraordinaire. Peut-être il a fait des choses très mauvaises, mais sur la partie touristique, il avait développé quelque chose d'extraordinaire qui a rendu la Tunisie très compétitif. Pourquoi le Sénégal n'est pas compétitif, par exemple, par rapport aux pays comme Madagascar, à devise assez faible? C'est loin, certes, mais devise très faible. Justement, la devise, c'est-à-dire que la devise n'est pas compétitive, Adama. C'est-à-dire que ce que je veux dire juste par là, c'est que je ne dis pas que la monnaie je ne dis pas que plus forte. Oui. Que la monnaie sénégalaise, que la monnaie de l'UEMOA. Et c'est là où je renvoie, je dis, c'est que comme je le redis encore, les conséquences des bonnes décisions et les mauvaises décisions. Tu as un pays comme le Maroc, qui est sorti de franc CFA, qui utilise une monnaie forte avec une banque centrale assumée, qui aujourd'hui suit une trajectoire quand même assez intéressante, enviable pour la plupart des pays. Tu as des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme tu cites, etc. et tout. C'est les pays aussi finalement avec une monnaie, avec une banque centrale, avec une économie. Mais pourquoi finalement ils tombent dans le précipice? Tu me fournis la réponse que j'attendais, mon cher Ivo, et je t'en remercie. C'est que la cause du développement et des trajectoires de ces pays, elle est à rechercher hors des monnaies. Et j'ai tendance à rejoindre notre ami Michel Nadim Khalif, que je salue, et je suis sûr que tu le salues aussi pour... je le connais pas personnellement, mais je suis pas forcément d'accord avec son analyse. Exactement, pour ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir que la monnaie est neutre. Oui, moi, à mon avis, la monnaie, elle est en tout cas à la marge des trajectoires économiques. Le plus fondamental, justement, c'est la compétitivité. La compétitivité en matière... Mais via la monnaie, Adama. Non. La compétitivité, je te laisse finir. Par exemple, sur l'énergie, le kilowattheure,
Ça, c'est beaucoup plus important qu'une monnaie. Le plus important, c'est l'abondance des facteurs de production, les ressources humaines, le capital, un marché bancaire développé. Et le Maroc, c'est tout ça qu'ils ont créé, bien sûr, avec une vision stratégique, tournés vers les métiers de la mondialisation, les nouveaux métiers. Ils sont passés d'Iran, de pays exportateurs à perpétuité du phosphate, à pays exportateurs d'automobiles et de pièces de rechange pour les avions. Maintenant, le Sénégal, moi, si mes souvenirs sont bons, en 2002 déjà, le Sénégal était à plus de 500 000 touristes par an. En ce moment, le Maroc était à 2 millions. Aujourd'hui, le Maroc a plus de 12 millions de touristes par an et le Sénégal a 2 millions. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, c'est là la politique économique. Le Maroc, pendant que le Maroc développait une attractivité de sa destination phare, le Maroc, mais aussi de ses destinations, de ses régions, Agadir, Marrakech, le Sénégal, pendant ce temps, n'a pas renouvelé suffisamment son réceptif de l'hébergement. Que ça soit, bon, il y a Sali dans les années 80, c'était une belle trouvaille, Sali, qui est devenue une station balnéaire, l'une des rares d'ailleurs sur la côte atlantique comme par hasard. En tout cas, l'une des rares qui est programmée par le tour opérateur. Mais par la suite, Saint-Louis est tombé en ruine. Regarde ce qui est devenu Saint-Louis. Et pendant ce temps, quelle est la vraie jumelle de Saint-Louis? C'est Marrakech. Regarde Marrakech, de 2002 à maintenant, Marrakech s'est imposé comme une marque mondiale. Oui. Donc, moi je pense qu'encore une fois, si on met la monnaie dans les bonnes et les mauvaises fortunes de ces deux destinations, on se trompe carrément d'analyse. Parce que la monnaie marocaine, elle est beaucoup plus forte que justement le franc CFA, ce qui montre que la compétitivité, elle ne va pas être liée à une monnaie faible ici, comme certains ont tendance à le dire, que ça favorise les exportations. Ouvrons le débat un petit peu. Mais elle est beaucoup plus liée. Ouvrons le débat un tout petit peu. C'est-à-dire qu'une fois encore, je vais aller attendre ton nom. Ouvrons le débat un tout petit peu. Regardons finalement le problème, du moins la Chine par rapport aux États-Unis. Parce que moi, ma thèse, c'est que la monnaie, pour moi, joue un rôle. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans une politique économique, il n'y a pas que la monnaie. Ça, nous sommes d'accord. Mais pour moi, c'est la monnaie, en fait, et le cœur. Les Chinois, avec le renminbi, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que leur monnaie, à 9h15, tous les jours, ils fixent un taux pivot. C'est-à-dire que les taux pivots ne dépassent pas 2%, ils ne baissent pas 2%. Adama, si c'est pas régulé finalement la monnaie, ça c'est quoi? C'est-à-dire que eux, ils ont arrivé c'est-à-dire qu'ils ont testé, ils ont arrivé à un moment où ils savent exactement, parce que le 2%, j'imagine, si on fait des recherches, ils l'ont pas tombé comme ça, pourquoi pas 2,5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6, ils disent entre 2 plus et 2 moins. Bon. C'est-à-dire que, ce que je veux dire juste par là, c'est toute leur bataille avec les Américains, c'est quoi? Pourquoi Donald Trump les taxe de dumping? C'est via leur monnaie, Adama, parce qu'ils estiment que justement que eux ils déprécient volontairement leur monnaie, c'est-à-dire que on les accuse en tout cas de déprécier. Effectivement, mais c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que dans leur relation avec les États-Unis. Effectivement, et qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent beaucoup d'argent avec. Et c'est pour ça que Trump est venu dire, il dit non, finalement, vous nous faites une concurrence déloyale via votre monnaie que vous dépréciez de manière qu'on appelle de manière déloyale, parce que normalement la valeur de votre monnaie ne reflète pas. Au stade d'évolution de la Chine, oui. Moi je suis d'accord avec. Oui, mais c'est pour te dire. De leur évolution. Non, mais c'est pour te dire. Abondement de biens de consommation qui avec même une situation de mévente. Mais c'est pour te dire que la monnaie. Ils sont dans cette situation. Alors que nous n'avons pas commencé déjà. Mais nous ne sommes pas compétitifs. Nous ne sommes pas compétitifs, Adama. En plus de cela, nous sommes 100% importateurs de produits. Mais c'est pour ça, d'où cette monnaie, d'où il faut se débarrasser de cette monnaie. Nous, si on dévalue, c'est le marteau. Non, c'est pas dévaluer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une monnaie. En fait, il faut qu'on trouve une monnaie. C'est comme une chose. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir d'abord. Un argument massu. Laisse-moi finir d'abord. Vas-y, parce que. Laisse-moi finir. Oui, voilà, au bout de notre émission. En fait, ce que je vais juste te dire, en fait, c'est que ce qu'il nous faut, Adama, cette monnaie, pourquoi il faut se débarrasser de cette monnaie? En fait, c'est comme porter de chaussures. Se débarrasser, dites-vous. Non, mais si, il faut se débarrasser de cette monnaie. C'est un panafricaniste, souverainiste. Oui, j'assume. Voilà. Il faut se débarrasser de cette monnaie. Pourquoi? C'est comme quelqu'un, nous chaussons finalement du 35. D'accord? Cette monnaie, finalement, c'est-à-dire que c'est comme finalement nous chaussons du 47. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que elle est trop, finalement, elle n'est pas à notre taille. C'est-à-dire que par rapport à notre économie, dis-moi un produit qu'on produit où on est compétitif. D'ailleurs, on n'a même pas de produits manufacturés. Quand on exporte, pourquoi on n'arrive pas à exporter? Parce qu'on n'est pas compétitif par rapport à l'Asie, Adama. Alors, je te dis. J'ai fini dessus, voilà, je t'en prie. Voilà, moi, le seul exemple, je vois que nous ne sommes pas d'accord. Moi, je vais parler des États de l'AES, parce qu'il nous reste très peu de temps.
l'Alliance des États du Sahel. Ils se sont empressés de sortir de la CEDEAO. À juste titre. Et ils font le tango par rapport au franc CFA. Donc, comme on dit un petit peu chez nous, un proverbe africain qui dit que le fou connaît la maison où il y a des chiens. Très bien. Et voilà. Donc, ils savent très bien que la CEDEAO, c'est pratiquement sans conséquence. Mais le l'UEMOA, avec le franc CFA, avec une banque centrale qui joue son rôle de régulateur, donc avec une certaine stabilité, c'est beaucoup de choses. Donc, tu les entendras dire, on sort de la CEDEAO, mais tu ne les entendras jamais dire, on sort de l'UEMOA. C'est juste une question de temps pour moi. Donc c'est pour te dire que même nos révolutionnaires savent très bien comment, justement, où est leur intérêt. Adam, voilà. Laisse-moi te répondre dessus. C'est-à-dire que eux, comme tu as dit, effect, franc CFA, AES, c'est juste une question de temps, Adama. Ce qui est intéressant avec ces États, c'est quoi pour moi? C'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a une théorie de la zone économique optimale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à peu près le même, parce qu'il y a ça aussi finalement, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire avec le Mali, ça n'a rien à voir. Le Sénégal avec la Grèce et la France, voilà, avec le Sénégal et le Togo, vient de rejoindre effectivement. France, donc c'est très compliqué. Donc il faut encore en termes de taille de monnaie. Mais là, vous avez 3 pays du Sahel. C'est très intéressant. C'est-à-dire que 3 pays du Sahel, effectivement, pas de accès à la mer. Pas accès à la mer. Et je trouve hyper intéressant, et peut-être c'est ça, très intéressant, sont les pays, ils font partie des top 10 de plus grands producteurs d'or au monde. Voilà. Le Mali, le Burkina. Le Ghana aussi. Et oui, d'accord, mais je dis finalement parmi eux. Si le Ghana veut le rejoindre. Premier ou deuxième. Si le Ghana veut le rejoindre. Non, je parle de production d'or. Oui, d'accord, production d'or. Si ça pouvait sauver, ça aurait sauvé le Ghana. En fait, c'est pour te rassurer. Ça aurait sauvé le Ghana. C'est pour te dire, en fait, c'est que, à leur place, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire qu'Adama, ce qu'ils ont fait lors de la fausse sanction, là, parce que là, on peut parler toujours de, pendant la bisbille entre le Niger et le Bénin. Ils n'ont pas été sanctionnés. Non, mais si, on leur a privé d'accès à leur fameux franc CFA à la banque centrale ici. Là, vous parlez du Niger ou du Mali? Non, mais les deux en même temps, parce que le Mali a ouvert le bal et le Niger, finalement, du mal a suivi. Donc, ce que je dis juste à Damas, c'est que ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que les gens, quand même, c'est-à-dire qu'ils sont là-bas. Pour moi, c'est juste une question de temps. Moi, je pense que l'intérêt, c'est que ces pays. Ouais, ils vont se former, ouais. Voilà, ces pays. Ils vont se former là-dessus, voilà. Dans le giron de la CEDEAO. Non. Et que la CEDEAO aille vers l'éco. Et là encore, il y a un problème. Non, les Nigériens ne veulent pas. Les géants ne sont pas prêts. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Apparemment, dans la course vers la convergence monétaire, les pays de l'UEMOA qu'on vilipende sont les mieux gérés. Donc, ils sont déjà prêts pour aller vers cette convergence. Là, on a une nouvelle expérience. Le Nigeria et le Ghana ne sont pas prêts. Non, mais justement, là, on a une nouvelle expérience. Pourquoi vous ne le dites jamais que dans vos analyses sur le panafricanisme africain, pourquoi vous ne dites jamais que le Nigeria, le géant, n'est pas prêt à aller vers l'éco? Mais tu le dis, en fait. Moi, je te confirme. Que vous je te confirme. Pas, non, mais justement, mais si. Oui. En fait, je le dis, en fait. Ce que je dis, c'est assez simple. Les zones monétaires optimum sont faites pour des économies qui sont hétérogènes. Tout le problème de l'Europe, là on a évoqué un peu tout à l'heure, je suis pas un spécialiste, mais quand j'analyse du moins de loin, quand je suis du moins, c'est ça. Parce qu'un pays comme le Portugal, un pays comme la Grèce, un pays comme l'Allemagne, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, ça tient. Non, ça tient pas. Justement, tous les problèmes de la France. Non, mais tous les problèmes de la France aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce que veut dire qu'aujourd'hui, comme je pense que ça ne t'a pas échappé. Il y a tout un mouvement de Frexit, Italixit, partout exit. Mais bon, ok, très bien. Revenons en Afrique. Revenons en Afrique. Non, ce que je dis juste, c'est que. Moi, ce que je dis juste. Le Sahel-Exit, en tout cas, n'aura pas lieu. Les gens de l'AES, moi, je les comprends. Moi, je les comprends par rapport à là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils étaient surpris. C'est-à-dire que ça n'a jamais été écrit quelque part que on te prive, en fait, de moi de tes ressources. Ne revenons pas sur le débat, on ne sera jamais d'accord. Maintenant, ce que je dis juste, c'est que, je finis juste, c'est que, c'est juste une question de temps pour moi. C'est une question de temps. Prenons date. Ils ont de l'or. Ils sont pas fous, Adama. Ils ont de l'or. Le Ghana aussi a de l'or. Non, mais justement, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi le Ghana, en fait, c'est-à-dire que ne constitue pas leur monnaie finalement backée par l'or. C'est ça que je ne comprends pas. Mais tu ne peux pas backer ta monnaie sur l'or. Mais pourquoi, Adama? Mais pourquoi? Mais si, c'est-à-dire la stabilité de Bretton Woods, c'était quoi? C'est-à-dire que parce que l'or des mines n'est pas l'or monétaire. Non, mais justement, mais tu as toute une chaîne à développer alors. Voilà. C'est-à-dire que ton or doit être certifié à Zurich. Non, mais pourquoi un pays qui ne produit pas? Mais justement, un pays qui ne produit pas.
absolument être certifié. Un pays qui ne produit pas une once. Le Venezuela a essayé. Quand ils ont dit c'est mon or. Non, mais quand Chavez a dit c'est mon or. Non, mais justement. Voilà. Mais Adama, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que voilà une opportunité, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, en développant du secteur secondaire. Nous produisons finalement de l'or, mais nous ne le transformons pas. Comment se fait-il qu'un pays comme la Suisse, un pays comme l'Allemagne, finalement, c'est que c'est en Suisse qu'on doit finalement transformer notre or. Ouais. Que les Ghanéens transforment l'or sur place, ils n'ont qu'à baquer leur monnaie avec ça. Chers amis, chers internautes, donc j'étais avec Rivo Ratmandressi. Nous ne serons jamais d'accord, vous avez compris. Peut-être pas jamais, mais peut-être pas. De Financial Afrique. Pas espoir. Voilà, on ne perd pas d'espoir un jour de le reconvertir ou de le convertir, tout simplement, c'est plus facile. Donc Rivo, merci pour ce débat franc sur le franc CFA. Merci en tout cas pour les échanges. Voilà, et vivement l'éco, vivement d'autres alternatives monétaires, vivement le développement, peu importe que le chat soit gris du moment qu'il attrape la souris ou blanc, du moment qu'il attrape la souris. Voilà. Donc merci et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission du grand débat de Financial Afrique.